XIV, si gigantesque que parut devoir être sa fortune future, c'était Guillaume, prince d'Orange, fils de Guillaume II et petit-fils, par Henriette Stuart, du roi Charles Ier d'Angleterre. Ce taciturne enfant, dont nous avons déjà dit que l'on voyait apparaître l'ombre derrière le statou d'Héra. Ce jeune homme était âgé de 22 ans en 1672. Jean de VIII avait été son précepteur et l'avait élevé dans le but de faire de cet ancien prince un bon citoyen. Il lui avait, dans son amour de la patrie qu'il avait emporté sur l'amour de son élève, il lui avait, par l'édit perpétuel, enlevé l'espoir du statou d'Héra. Mais Dieu avait ri de cette prétention des hommes qui font et défont les puissances de la terre sans consulter le roi du ciel, et par le caprice des Hollandais et la terreur qu'inspirait Louis XIV, il venait de changer la politique du grand pensionnaire et d'abolir l'édit perpétuel en rétablissant le statou d'Héra pour Guillaume d'Orange, sur lequel il avait ses desseins, cachés encore dans les mystérieuses profondeurs de l'avenir. Le grand pensionnaire s'inclina devant la volonté de ses concitoyens. Mais Corneille de Witt fut plus récalcitrant, et malgré les menaces de mort de la plèbe orangiste qui l'assiégeait dans sa maison de Dordrecht, il refusa de signer l'acte qui rétablissait le statou d'Héra. Sur les instances de sa femme en pleurs, il signa enfin, ajoutant seulement à son nom ces 2 lettres, V.C., vi coactus, ce qui voulait dire contraint par la force. Ce fut par un véritable miracle qu'il échappa ce jour-là au coup de ses ennemis. Quant à Jean de Witt, son adhésion, plus rapide et plus facile, à la volonté de ses concitoyens, ne lui fut guère plus profitable. À quelques jours de là, il fut victime d'une tentative d'assassinat. Percé de coups de couteau, il ne mourut point de ses blessures. Ce n'était point là ce qu'il fallait aux orangistes. La vie des 2 frères était un éternel obstacle à leurs projets. Ils changèrent donc momentanément de tactique, quitte, au moment donné, de couronner la seconde par la première, et ils essayèrent de consommer, à l'aide de la calomnie, ce qu'ils n'avaient pu exécuter par le poignard. Il est assez rare qu'au moment donné il se trouve là, sous la main de Dieu, un grand homme pour exécuter une grande action. Et voilà pourquoi, lorsqu'arrive par hasard cette combinaison providentielle, l'histoire enregistre à l'instant même le nom de cet homme élu, et le recommande à l'admiration de la postérité. Mais lorsque le diable se mêle des affaires humaines pour ruiner une existence ou renverser un empire, il est bien rare qu'il n'ait pas immédiatement à sa portée quelque misérable auquel il n'a qu'un mot à souffler à l'oreille pour que celui-ci se mette immédiatement à la besogne. Ce misérable, qui dans cette circonstance se trouva tout posté pour être l'agent du mauvais esprit, se nommait, comme nous croyons déjà l'avoir dit, Teikelard, et était chirurgien de profession. Il vint déclarer que Corneille de Witt, désespéré, comme il l'avait du reste prouvé par son apostie, de l'abrogation de l'édit perpétuel, et enflammé de haine contre Guillaume d'Orange, avait donné mission à un assassin de délivrer la République du nouveau statou d'Air, et que cet assassin c'était lui, Teikelard, qui, bourrelé de remords à la seule idée de l'action qu'on lui demandait, aimait mieux révéler le crime que de le commettre. Maintenant, que l'on juge de l'explosion qui se fit parmi les orangistes à la nouvelle de ce complot. Le procureur fiscal fit arrêter Corneille dans sa maison le 16 août 1672. Le ruard de Pulten, le noble frère de Jean de Witt, subissait dans une salle du Buitenhof la torture préparatoire destinée à lui arracher, comme au plus vil criminel, l'aveu de son prétendu complot contre Guillaume. Mais Corneille était non seulement un grand esprit, mais encore un grand cœur. Il était de cette famille de martyrs qui, ayant la foi politique, comme leurs ancêtres avaient la foi religieuse, sourit au tourment, et, pendant la torture, il récita d'une voix ferme et en scandant les vers selon leur mesure, la première strophe du Justum et Tenacem d'Horace.